Alors, effectivement, hein, nous avions décidé de faire en son temps un petit focus sur l'histoire de la preuve qui a connu une grosse évolution au niveau national par rapport à des arrêts des tribunaux civils. Donc, effectivement, j'estimais que pour un CSE, c'était important de le savoir, puisque quand j'assure des formations, actuellement d'ailleurs, je suis en train d'assurer une formation chez un client, et c'est vrai qu'habituellement, j'ai toujours la question qui se pose, comment on fait pour apporter des preuves fonctionnelles et techniques, sachant que dans certains cas de figure, des salariés nous apportent des événements, mais on ne sait pas comment orienter notre intervention et on n'est jamais sûr d'ailleurs de ce que nous disent les salariés. Et c'est tout le débat, c'est que plus la preuve est importante, plus la contestation est impossible, et plus la contestation est impossible, et plus la sanction forcément est nécessaire et requise. Donc voilà l'idée du pourquoi j'ai jugé opportun de vous proposer au courant de cette petite heure et pour clôturer l'année 2024, un webinaire spécialement dédié à la question de la preuve en matière civile et pénale. Donc d'abord, on va revenir sur la notion de preuve générale, une introduction très très générique du sujet. Puis nous irons sur la notion de l'acceptation de l'administration d'une charge de preuve au travers du procès pénal. C'est une notion de tout temps. Et puis nous irons évidemment petit à petit sur ce qui nous intéressera le plus, les ramifications liées aux preuves dites ouvertes dans le procès civil. Excusez-moi, il y a un S qui n'aurait pas dû avoir lieu. On aurait dû dire les procès civils ou le procès civil. Allez, c'est pas grave, c'est la fin de l'année, il y a un peu de légèreté. Donc voilà, et nous finirons avec, bien sûr, une expertise technique sur les conséquences de ces derniers arrêts, pardonnez-moi, puisque voilà, on est depuis 2020, 2023, 2024, on a eu pas mal d'arrêts qui nous laissent supputer aujourd'hui, bien sûr, que l'administration de la charge de la preuve devient de plus en plus souple. Et donc, petit à petit, le CSE va pouvoir s'y atteler, donner ce conseil. Et donc, effectivement, pour le coup, il y a quelque chose à imaginer de très, très positif pour le CSE et pour l'orientation de vos travaux. Allez, commençons dans le vif du sujet avec la notion de preuve générale. Le principe, vous le savez, dans le cadre d'un procès, qu'il soit civil ou pénal, l'administration d'une charge de preuve se veut être loyale. Alors, si je vous parle de l'administration d'une charge de preuve au niveau des procès, il est évident que du côté, bien sûr, de vos attributions en tant que CSE, vous aussi, les preuves doivent être obtenues de manière loyale. Vous savez que quand vous êtes à destination de votre employeur, dans le cadre d'interventions que vous faites en santé-sécurité notamment, vous le savez, quand vous rapportez des phénomènes, quand vous dites par exemple à votre employeur qu'un salarié serait victime d'un type de sévice type RPS ou harcèlement, on va vous demander quels éléments vous avez en votre actif. Alors en général, il en existe deux que vous rapportez, c'est soit le témoignage de personnes présentes au moment des faits, soit votre intime conviction, parce que je rappelle que le CSE peut travailler en intime conviction. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais dans le cadre de l'accompagnement santé-sécurité, vous savez que le CSE qui est auditionné sur un sujet, donc par exemple, on va l'appeler Francis, un salarié s'appelle Francis et vient vous voir pour vous dire ça ne va pas au travail, tel et tel collègue m'a fait du tort, vous allez devoir, à tête reposée, vous poser en tant que CSE, en tant que collègue également, et vous demander si oui ou non on peut croire à ce que nous dit Francis, qui est sévissé. Donc, est-ce qu'on peut lui porter une attention particulière à son propos? Est-ce qu'il a tendance à nous dire la chose de manière véritable ou pas, ou est-ce qu'il est du genre à surabonder? Donc, c'est ce qu'on appelle l'enquête de véracité. Et en deuxième temps, vous allez procéder à ce qu'on appelle l'enquête de tangibilité, c'est-à-dire déterminer si ce qui nous rapporte est suffisamment grave pour faire une démarche volontariste. Donc, c'est ce qu'on appelle l'administration d'une charge de preuve de manière simpliste. Là, pour le coup, vous avez que la dénonciation et le soulèvement fait par un collaborateur victime. Alors, c'est sûr que c'est pas grand-chose. On aurait préféré, bien sûr, le témoignage de tiers présents ou évidemment des éléments plus conceptuels comme des écritures, comme des enregistrements sonores, voire des enregistrements vidéo. Alors, de manière générale, et vous le garderez en tête et vous le savez déjà, normalement, la preuve se doit d'être loyale, se doit être octroyée de manière formelle et de bonne foi. Alors, de manière générale, tous les rapports professionnels aussi exigent la notion dite de loyauté. Et donc, c'est vrai que voilà, cette question de la loyauté est mise à rude épreuve lorsqu'il sera question de rapporter des événements en matière de santé-sécurité. Alors, même si la notion de preuve dans le sens général se veut être à la fois rigoureuse, morale, déontologique et loyale, on a toujours connu des dérogations particulières, et notamment la dérogation dans le milieu pénal. Donc effectivement, quand on regarde l'administration de la charge de la preuve dans le milieu pénal, le procès pénal, eh bien ici, il a toujours été admis, de manière très lourde d'ailleurs, que l'administration d'une charge de preuve était acceptable par tout moyen.
Alors, je vais vous donner quelques exemples qui vont vous illustrer, vous savez, enfin, qui vont vous éclairer, mais vous les connaissez déjà, sauf que vous n'y prêtiez pas forcément attention. Mais par exemple, hein, vous avez en face de vous une bagarre qui a lieu dans la rue. Vous décidez d'enregistrer le déroulé de la bagarre parce que, alors, je l'espère, votre but c'était de rapporter la preuve qu'il y a quelqu'un qui s'est fait battre ou que quelqu'un a battu. Et de fait, hein, forcément, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, l'enregistrement, vous pourrez le garder et l'utiliser, notamment auprès des services de police, pour dénoncer les événements comme ils se sont déroulés. Administration d'une charge de preuve faite de manière déloyale, c'est-à-dire à l'insu de la personne qui a été enregistrée. Hein, d'habitude, ne lui tapez pas sur l'épaule pour lui dire tourne-toi, je te filme pendant que tu tapes. En général, vous le prenez à la volée. Donc, c'est une administration de charge de preuve dite déloyale. Vous avez des cas plus célèbres en France. Vous avez par exemple ainsi un préfet, l'affaire préfet Mérignac, où à l'époque on a les services de police, hein, ça allait même plus loin, les services de police ont pu enregistrer à son insu un préfet. Là aussi, on a considéré que l'administration de la charge de preuve, bien que proposée par l'autorité publique, ait pu être constatée de manière déloyale. La récupération de la charge de preuve peut être faite sous cette forme-là. Alors je rappelle quand même que les services de police ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi, hein. Je vous rappelle que s'ils se cachent dans un arbre pour pouvoir choper en flagrance des personnes roulant vite, on considérera que l'administration de la charge de la preuve est considérée comme abusive ou disproportionnée. On ne peut pas non plus monter sur un arbre pour choper en flagrance quelqu'un qui commettrait une exaction fautive. Je vous donne un autre exemple, quand même, à titre personnel, un sujet qui peut vous faire, j'allais dire, surprendre, mais bon, je vous le dis cependant. Vous le savez, il y a des personnes qui ont parfois des caméras de surveillance dans leur terrain d'habitation. Alors, la caméra, normalement, doit être figée uniquement dans votre cadastre de propriété, donc normalement que à l'intérieur de votre bâtisse, de votre maison. Et il y en a pourtant qui ont des caméras qui donnent un petit peu sur le trottoir, voire sur la rue. Et vous avez souvent comme ça des services de police qui, dans le cadre d'une enquête de voisinage, quand il y a eu un accident de la circulation, quand il y a eu, par exemple, une délinquance juvénile forte avec des violences physiques sur la voie publique, qui peuvent venir jusqu'à chez vous, vous demander, tiens, la caméra, là, à tout hasard, est-ce qu'elle filme la rue? C'est interdit, hein, mais ils vous condamneront pas, ils chercheront rien à votre égard. C'est pas le but, hein, c'est plus, on a besoin d'une preuve, quelle qu'elle soit, et on est prêt à prendre une preuve déloyale de chez vous. Donc ça, c'est le caractère pénal. On a toujours accepté que la preuve soit déloyale. Et alors, du côté du CSE, justement, vous le savez, mais par exemple, en matière de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral, ou alors de discrimination à l'embauche, vous le savez que la preuve a toujours été admissible devant la juridiction pénale de pouvoir utiliser un enregistrement à son insu. Hein, on se rappelle de l'affaire Geox, il n'y a pas très longtemps, hein, cet intérimaire qui a filmé un propriétaire de magasin, donc Geox, hein, magasin de chaussures, et elle l'a filmé, lui disant ouvertement qu'il ne voulait pas qu'elle porte le voile lors de sa candidature dans le poste. Alors bon, elle était intérimaire placée par une structure donc d'intérim. La structure d'intérim ne lui avait pas précisé l'interdiction du port du voile et fondamentalement, elle est rentrée en choc frontal avec l'employeur tout en filmant l'événement. Ça, c'est considéré comme une preuve qui est déloyale. Enfin, preuve déloyale, oui et non. Avec ce que je vais vous dire tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a un moyen maintenant de se poser la question si devant les juridictions civiles c'est possible, mais vous voyez, au pénal, c'était tout à fait possible. Et c'est vrai qu'on considère qu'une administration de charge de preuve, quand vous allez devant une juridiction pénale, est admissible. Ça, c'est tout. Ça, c'est de tout temps. Vous enregistrez quelqu'un qui vous fait preuve de discrimination, qui enregistre à votre insu, je sais pas moi, qui obtient des informations de manière stratégique et je dirais même de manière particulièrement machiavélique, ce serait admissible. Mais il faudra que vous alliez vous tourner vers les juridictions pénales, c'est-à-dire devant un cour correctionnel ou devant un cour d'assises dans le pire des cas. Évidemment, la cour d'assises, on serait sur une salubrité publique qui serait mise à rude épreuve. Donc, la question ne se posera même pas, vous seriez automatiquement déféré. Mais devant la correctionnelle, par exemple, dans le cadre d'un harcèlement sexuel ou moral, on peut imaginer un salarié qui vient à vous et qui vous dit, voilà, j'ai enregistré mon harceleur de manière abusive. Vous pourriez très bien le conseiller d'aller voir le service de police de là où il vit ou de là où l'entreprise est établie, de manière à pouvoir porter plainte pour harcèlement sexuel et de déférer l'affaire devant le procureur et de le faire instruire, bien sûr, au niveau d'une correctionnelle. C'est tout à fait possible, ça a toujours existé. Donc la preuve déloyale au niveau pénal, c'était toujours faisable. La grande évolution qui s'est opérée, ce sont des arrêts nouveaux qui redistribuent toutes les cartes. Et c'est sur ça qu'effectivement, l'objet de notre webinaire va porter majoritairement. Les ramifications ou preuves dites ouvertes dans le procès civil, encore une fois, il était prévu de reconnaître l'administration de la charge de preuve large et très ouverte dans le domaine pénal. Ça a toujours existé, je le répète, mais maintenant, on a une évolution qui s'est faite dans le domaine civil. Alors, comment on a vu cette évolution se dessiner? Alors, d'abord, il faut savoir qu'on a un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Alors, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, c'est
la constitution de la Cour de cassation dans son organisation la plus formelle, c'est-à-dire celle qui va donner un principe général auquel on ne pourra jamais déroger. Il y a plusieurs chambres à la Cour de cassation. Quand c'est l'Assemblée plénière qui se positionne, c'est que c'est un arrêt de principe très important. La position est faite et elle est fermée. Alors là, dans cet arrêt, en tous les cas, depuis cet arrêt en 2011, la jurisprudence écartait systématiquement des débats les éléments de preuve obtenus à l'insu des intéressés ou au moyen d'un stratagème. Il était interdit d'obtenir une preuve de manière déloyale. Contrairement à la juridiction pénale, qui elle était très ouverte, du côté du civil, on avait une théorie selon laquelle l'administration de la charge de la preuve, pour un employeur ou pour un employé, c'est toujours très fermé. Ça doit rester moralement et déontologiquement acceptable. Alors, euh, pardonnez-moi. Attendez voir. Excusez-moi. J'essaie de passer. Voilà, excusez-moi. Donc, effectivement, alors, ça, c'était la position de la Cour de cassation, chambre plénière 2011. Et puis, en parallèle, vous aviez effectivement la Cour européenne des droits de l'homme qui, elle, estimait qu'une preuve irrecevable, bah, c'était admissible. La Cour européenne des droits de l'homme, hein, vous le savez, c'est la CEDH, c'est la juridiction qui permet de voir si effectivement l'organisation de la France est faite de telle manière à ce qu'elle respecte la Convention européenne des droits de l'homme, hein, c'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme, elle statue sur ce qu'on appelle l'utilisation à bonne mœurs de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, soit l'État français respecte les règles de la Convention, et dans ce cas-là, la Cour européenne lui donne valeur, soit la France ne respecte pas les considérations de la Convention européenne des droits de l'homme, et dans ce cas-là, la Cour européenne des droits de l'homme la sanctionne. Et là, par exemple, sur la question de l'illicéité de la preuve dans le débat civil, la France, elle avait été à plusieurs reprises. On lui disait non, vous pouvez, en domaine civil, dans la strate française, il est possible qu'un procès civil se base sur des preuves dites déloyales. La France n'a pas voulu. Alors, c'est pas anecdotique, hein. Le fait qu'on soit en désaccord avec la Cour européenne des droits de l'homme, c'est très courant, hein. Mais voilà, la France avait dit pendant longtemps, non, il n'est pas possible que devant le juge civil, on puisse utiliser une preuve déloyale. Il y a toujours la voie pénale qui existe en parallèle, mais la procédure pénale est plus longue, elle est plus lourde, elle est plus fastidieuse. Donc, on s'est dit, non, si on veut aller au civil, il faut rester dans des preuves loyales, administrables et acceptables. Alors, la Cour de cassation, pourtant, a opéré, et elle opère encore, une position qui devient de plus en plus, comment dire, ouverte sur cette théorie de la licéité de la preuve. Alors, il faut remettre le contexte, hein, c'est-à-dire que on se rend de plus en plus compte, parce que la vie a changé, hein, je veux dire, entre 2011 et 2024, il y a 13 ans qui se sont écoulés. Alors, on ne va pas faire une théologie, une sociologie des configurations sociales des personnes entre elles, mais la bonne foi des personnes est de plus en plus difficile. Les nouvelles méthodes technologiques sont au rendez-vous. La mauvaise foi des personnes devient aussi de plus en plus gravissime et on a un caractère de plus en plus machiavélique installé chez les personnes. Ça, c'est ce qu'on dit théologiquement et sociologiquement parlant. Donc, à un moment donné, il a fallu faire évoluer un peu les administrations de preuve et les positions, on va dire, techniques des salariés et des employeurs. La juridiction civile devait évoluer. Alors ainsi, à la fin de l'année 2020, donc au bout de 10 ans, à 9 ans, elle a jugé pour la première fois que la licéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats. C'est la première étape. Dans la constitution de l'évolution jurisprudentielle de la juridiction civile, aujourd'hui, euh, la France a positionné quelque chose de nouveau. Elle a commencé en 2020 à façonner sa nouvelle vision, sa nouvelle mouture, en disant le caractère illicite d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Alors, le juge, hein, c'est ce qui avait été dit dans l'affaire, doit apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. C'est ça, en fait, qui avait été dicté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une balance qui va être mise en place entre, d'un côté, le droit au respect à la vie privée du salarié et le droit de la preuve en elle-même. En d'autres termes, est-ce que la production de cette preuve dite illicite est non seulement indispensable pour exercer le droit qui est ouvert à un salarié, par exemple, un salarié se sent victime d'un sévice psychologique, est-ce que le seul moyen de preuve pour apporter cela, c'était par exemple une preuve illicite, imaginons un enregistrement, et d'autre part, il fallait que cette mesure, qui encore une fois comment dire, n'est pas en corrélation avec le droit, hein, je veux dire une preuve déloyale, ce n'est pas une preuve acceptable par le droit, mais on va se demander si moralement, au-delà du fait que ce soit une preuve indispensable et nécessaire, est-ce qu'en même temps, l'intrusion n'est pas disproportionnée? Est-ce qu'au bénéfice-risque, si on met en balance ce qu'on essaye de rapporter comme preuve et de l'autre côté le moyen de la preuve utilisé, quand on voit un petit peu en balance les deux, est-ce que l'un supervise l'autre? Est-ce que l'un corrobore l'autre ou est-ce qu'il semble y avoir un point de rupture entre les deux? Je vais vous donner un exemple. Si on enregistre une personne à son insu, mais que c'est pour apporter la preuve d'un harcèlement sexuel qui est récurrent dans le temps, est-ce qu'on peut se dire, OK, vous l'avez enregistré à son insu, vous avez enregistré et capté des données qui sont les siennes, qui sont graves,
Mais en même temps, la preuve était très, enfin, le préjudice était important. On parlait de harcèlement sexuel. Vous voyez? Maintenant, qu'on fasse un enregistrement à son insu pour apporter la preuve qu'un salarié est sur son téléphone portable, là, vous voyez, ça me semble quand même disproportionné. On va jusqu'à enregistrer un salarié à son insu pour voir s'il est sur son téléphone portable. Est-ce que son travail est fait? Est-ce qu'il est productif? Est-ce que tout se passe pour le mieux? Il semblerait. Mais en revanche, comme va vite et comme il travaille vite, il arrive à envoyer des messages en même temps. Où il est le problème? Vous voyez, c'est ça le problème. C'était que le juge, et vous voyez, c'est ça qui est difficile devant le juriste, devant la juridiction civile, c'est qu'on n'est jamais sûr. Il y a un point de latence. Donc, c'est la première image qui a été façonnée en 2020. On va la travailler en profondeur. Mais la première idée, vous voyez, c'était que autant c'était interdit en 2011, autant en 2020, on dit, écoutez, si vraiment c'est le moyen indispensable de rapporter une preuve, mais en même temps qu'au bénéfice-risque, ça passe, on acceptera cette preuve. C'est la première affaire, l'affaire de 2020, qui va tout de suite être complétée en 2023, une affaire très célèbre en 2023, que je vais vous exposer, mais je laisse peut-être la place à des questions s'il devait y en avoir, parce que je n'ai pas accès là aux questions, et Agathe est fidèlement prête à me souligner toute question additionnelle qui pourrait déjà peut-être arriver. Alors, merci Aziz, en tout cas, pour cette première partie qui était très intéressante. Merci. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions, donc je Bon, m'adresse du coup aux participants. Est-ce que vous souhaitez poser des questions à notre intervenant avant qu'on continue ce webinaire sur cette première partie, par exemple? ça va? Vous C'est clair? m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Oui, oui, bonjour à tous. Moi, désolé, je me suis connecté à 12h40. Peut-être qu'il y a eu des choses que j'ai pu louper. Euh, j'ai une question, peut-être qu'elle a déjà été discutée. Il n'y en a pas une qui a été posée Euh, pour l'instant. voilà. Donc, moi, je suis, en toute transparence, dans un cas assez spécial. Pour faire court, j'aimerais savoir est-ce que c'est risqué je dirais de ne pas apporter des preuves écrites, mais plutôt de rapporter ce qui a été dit. Est-ce qu'on peut nous, pour faire court, nous coller une diffamation en disant c'est faux, je n'ai jamais dit ça? Encore une fois, alors je vais essayer d'être court parce que votre question est un peu technique, mais disons que un CSE ou un salarié qui rapporte des événements qui lui auraient été dits, qui lui auraient été soulevés, qui lui auraient été Oui, engagés, à la base, quand vous dites, je rappelle de faire preuve d'une certaine proportionnalité, c'est-à-dire que si c'est dit, vous le dites, par exemple, si c'est le CSE qui se substitue à un propos qui a été tenu, c'est vrai que voilà, je veux dire, vous intervenez pour dire, on nous a rapporté un événement pareil. D'abord, et je vous l'ai dit tout au début, mais vous n'étiez peut-être pas là à ce moment-là, c'est vrai que j'ai évoqué l'idée que quand un CSE intervient, d'abord, il doit mesurer ce qu'on appelle la véracité des propos tenus et la tangibilité des propos tenus. Demain, un salarié, je l'avais appelé Francis, vient oui, vous voir en vous disant, je suis victime d'un phénomène de harcèlement sexuel au travail. Il vous dit ce qu'il a entendu, ce qu'on lui aurait dit ou ce qu'on lui aurait fait, ou alors un harcèlement moral, qu'importe. Vous, ouais, la première étape, c'est que s'il n'y a pas de preuve, s'il n'y a rien, c'est juste son propos qu'il vient vous soulever, ben, évidemment, vous allez devoir étudier, premièrement, de la véracité de ce qu'il vous dit. Est-ce qu'on peut le croire ou pas? Grosso modo, c'est une enquête de voisinage. C'est, on connaît Francis, est-ce que de réputation il ment ou est-ce qu'il est proportionné dans ce qu'il dit? Francis, ça fait 10 ans qu'il bosse avec nous. Quand il nous parle toujours de manière mesurée, proportionnée. S'il vient nous voir pour nous dire on m'a dit ça, c'est pas un menteur, c'est pas quelqu'un qui abuse. La réputation de ce salarié, forcément, le d'accord. précède. Alors, vous allez me dire, si ça se trouve, le jour-là, bah, manque de bol, ça fait 10 ans qu'il a toujours été correct. Cette 11e année est la mauvaise année, il vous dira des choses fausses, mais vous avez votre intime conviction, vous connaissez Francis, vous travaillez avec depuis 10 ans. Nous, quand il vient nous parler, qu'il nous dit ça ne va pas, on le croit. Et après, deuxième chose, vous croyez dans ce qu'il vous dit. Maintenant, est-ce que ce qu'il vous dit est suffisamment grave pour enclencher quelque chose? Ça, c'est ce qu'on appelle l'investigation de tangibilité, c'est-à-dire, oui, il y a quelque chose qui a été dit qui a heurté Francis. Maintenant, est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'on croit Francis? Oui. La deuxième étape, c'est est-ce que ce qui a été dit est suffisamment grave pour faire quelque chose? C'est la deuxième étape qu'il faut aussi gratter, qu'il faut aussi creuser. Ça, c'est le travail du CSE qui se base en général par de l'intime conviction. En revanche, et pour compléter mon propos, vous avez dit, si demain on nous dit que ce qu'on nous dit, c'est de la diffamation, d'autres termes, vous avez dit A, peut-être que la personne qui vous a dit A, finalement, bah, se rétracte dans ce qu'il vous a dit. Alors, je vous rappelle que, parce que dans ce moment-là, voilà, je veux dire, vous dites, je sais pas, moi, Francis est venu vous dire qu'un collègue le traitait de merde. Vous dites noir sur blanc à votre employeur, voilà, que Francis est victime de propos graves parce qu'on le traite de merde au travail. Il pourrait Oui, très bien vous dire, mais c'est fou, je vous ai jamais dit ça.
Alors là aussi, il y a une mesure particulière qui est à prendre pour le CSE, c'est que quand on vous interpelle sur des sujets, vous devez toujours faire des prises de notes de ce qui a été dit, sans forcément donner le nom de la personne qui vous l'a dit, mais vous devez toujours faire un compte-rendu des rencontres que vous faites avec vos salariés. Alors, évidemment, la rencontre, elle est ce qu'elle est, mais non seulement il faut que vous fassiez un compte-rendu daté, ce qui veut dire que voilà, le 5 mars 2024, vous avez reçu D'accord. Monsieur X qui est venu vous parler. 2 mois plus tard, il se rétracte en disant, j'ai jamais dit ça. Écoutez, j'ai un compte rendu qui rapporte ce qui s'est passé il y a 2 mois. Et en plus, la deuxième chose qui est importante pour votre information, c'est que quand vous faites un entretien avec un salarié, en tant que CSE, vous n'êtes jamais seul. Vous venez minimalement à deux membres du CSE pour dire que je l'ai entendu parce que j'étais celui qui a mené les débats, mais en plus, j'ai un salarié du CSE qui était présent avec moi en plus. Donc, on est à deux à dire la même chose. Donc, faites attention à ces méthodes et à ces démarches. Mais c'est vrai que, voilà, on pourra vous dire que vous faites preuve de diffamation dans deux possibilités. Soit le salarié est venu vous voir, mais ce qu'il vous a dit, c'était des conneries. À voir si vous y avez cru ou pas. C'est pas une faute d'avoir cru quelqu'un, surtout s'il y a derrière lui une réputation relativement d'honnêteté et de salubrité. Si cette personne se veut être sympathique avec vous depuis des années et qu'il vous a toujours dit la vérité, pourquoi ce jour-là vous auriez douté de lui? Le mensonge aurait pu être croyable, tout à fait possible. Et la deuxième possibilité, c'est qu'il vous fasse euh, ce qui met faux bon, et que ben, il se rétracte de ce qu'il vous a dit en disant mais c'est faux, j'ai jamais dit une chose pareille, tu mens, j'ai jamais dit qu'il fallait que tu fasses quelque chose pour moi dans ce sens-là. Bah, vous avez le compte rendu que vous devrez rédiger constamment, daté, que vous gardez en soupape et venez toujours à deux minimalement, comme ça on évitera de vous mettre en erreur, quoi. D'accord? Merci beaucoup, hein. Voilà. J'en prends note, c'est très important pour moi. Voilà, Merci je vous beaucoup. remercie, mais je vous en prie. Alors, en revanche, je pense que, voilà, je pense que, Agathe, tu sais ce qu'on a à faire. Alors, Oui, je crois qu'on a eu une exceptionnalité d'une prise de parole à l'oral. Alors, je rappelle que exactement. normalement, voilà, c'est que par chat, donc, mais pas de souci pour Monsieur Zerga, hein, je crois que c'est un Oui, nom de qui famille. venait qui est arrivé en cours de route, donc il n'a pas Voilà, pu entendre du coup les modalités. Mais oui, je vous invite vivement à poser vos questions dans l'onglet discussion. voilà, Nous sommes plusieurs, donc ça facilite quand même l'organisation de poser vos questions à l'écrit. Et puis, bien évidemment, notre expert va pouvoir y répondre, si c'est cela vous Je ça. prends note. convient. Merci. Il n'y Merci. a pas de souci, il n'y a pas de souci. Euh, Alors, Nous avons d'autres donc, questions, Aziz. bah alors on y va. Un membre du CSE a-t-il le droit de filmer pour apporter une preuve lors d'un harcèlement ou cela doit-il venir forcément du salarié? Alors, ce sera forcément du salarié, mais attendez, on n'a pas encore fini l'ensemble des expertises. Enregistrer, oui, mais on verra, c'est plus technique. Là, je vous donne l'arrêt de 2020, on verra ce que 2023 nous dit et ce que 2024 nous raconte depuis le début de l'année. On a déjà pas mal d'arrêts, mais je ne veux pas vous dire tout de suite comme ça de prime abord, oui, vous pouvez. Je veux que vous sachiez qu'il y aura une administration de preuves qui pourra être faite de manière déloyale, mais celui ou celle qui devra le faire, c'est pas vous, hein, c'est le salarié. Ça, c'est clair et net, hein. C'est-à-dire que s'il y a une victime de harcèlement, c'est la victime de harcèlement qui doit faire ça. Si justement vous êtes présent au moment des faits, ben, vous êtes la preuve circonstanciée que vous avez entendu ce que vous avez entendu ou vous avez vu ce que vous avez vu. La preuve d'enregistrer, c'est quand on n'a personne avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Si demain vous êtes présent et que vous êtes capable de filmer, ça veut dire que vous étiez là, donc vous êtes une preuve existante, vous êtes une personne présente pour dire, mais attendez, le salarié a entendu ça, mais moi aussi je l'ai entendu. Et là, vous n'avez pas besoin d'enregistrement. Normalement, l'enregistrement, c'est quand on est seul. Vous voyez, c'est par exemple un salarié qui, tous les soirs, regagne son véhicule tout seul. Il se fait suivre par un collègue qui lui fait des propos à connotation sexuelle ou pornographique qui le met mal à l'aise. L'article 153-1, alinéa 2 du Code du travail, donc du harcèlement sexuel. Et alors, à ce moment-là, pour apporter la preuve que tous les soirs, c'est la même chose, il enregistre à son insu le salarié qui lui fait du tort. Merci, Aziz. Nous avons également une question de Gaël qui nous souhaiterait avoir plus d'informations lorsqu'une pression est faite au sein du CSE. Une pression. Alors écoutez, je ne vois pas ce que vous voulez dire par pression. Est-ce que c'est pression dans le sens où on vous dit que ce que vous racontez est faux, qu'on ne veut pas croire à ce que vous dites, ou alors qu'on vous demande de ne pas trop interagir avec les salariés? Parce que comme ça, de prime abord, une pression du CSE, je ne vois pas ce que ça... Enfin, je comprends pas le principe en C'est fait. lorsque la problématique concerne un des élus. Ah, ben, le problème, c'est que quand vous avez un CSE avec un collaborateur qui est montré du doigt, alors il faut que, alors on va rentrer dans la technique, mais normalement, hein, déjà, il faut que vous sachiez une chose, c'est que dans votre règlement intérieur de CSE, il doit être prévu le fait qu'un salarié membre du CSE soit montré du doigt dans une faute comportementale en matière de santé-sécurité ou en matière de comportement fautif. On pourra penser à un trésorier qui a mis la main dans le sac des finances de son CSE, hein, qui a détourné de l'argent, ou alors on pourra envisager un membre du CSE qui ne respecte pas les règles de droit et d'exemplarité en matière de harcèlement, par exemple. Alors, normalement, à ce moment-là, je vous rappelle que s'il y a dénonciation d'un salarié s'agissant de comportement fautif d'un membre du CSE, ce membre du CSE doit être écarté au moment des investigations de démarrage.
Donc, les autres membres du CSE sont là pour mener une investigation contre leurs collègues, qui va être complètement exclue de l'enquête. Et quand l'enquête aboutira à sa conclusion terminale, une mesure sera prise. Alors, je rappelle qu'un membre du CSE ne sera jamais écarté, c'est-à-dire qu'à la fin, bon, il est condamné pour faute comportementale, il sera sanctionné par l'employeur dans le cadre du contrat de travail. Si c'était pendant ses heures de délégation, il ne sera pas sanctionné par l'employeur, il a une autonomie particulière, sauf autorisation expresse de l'inspecteur du travail, mais c'est plus technique, parce que ça voudra dire que l'inspecteur devra autoriser que l'employeur sanctionne le salarié qui, pendant ses heures de délégation, commettait des fautes comportementales. Ça, c'est quand même très particulier, ça existe, hein. Il y a des membres du CSE qui sont très corrects quand ils travaillent, mais qui sont abusifs quand ils sont membres du CSE. Et alors, à ce moment-là, il faut que l'inspection du travail valide l'autorisation d'une sanction disciplinaire qui soit prise sur le statut du CSE. Dans ce cas-là, je vous dis, c'est une autorisation très, très particulière. Je l'ai déjà vu sur Paris, sur Lille, sur Metz et sur Nantes. Donc, ça peut se faire, mais c'est très particulier. Donc, première étape, un membre du CSE est montré du doigt comme étant un sévisseur. Vous l'écartez des investigations, vous menez une investigation contre lui, vous dénotez si oui ou non il y a eu comportement fautif et une mesure est prise à son égard à ce moment-là. Sauf si c'est une sanction disciplinaire. Dans ce cas-là, malheureusement, il faudra d'abord obtenir le consentement de l'inspection du travail. Voilà. Merci Aziz. Je te propose de répondre à une dernière question et pour Oui. Et ensuite puis on continuer. avance. La Ouais. direction doit-elle documenter, archiver un enregistrement abusif dans le cadre du traitement d'une alerte? Oui, bah, de toute façon, un enregistrement, quel qu'il soit, abusif ou pas, hein, dans tous les cas, quand il y a une alerte qui a été faite, forcément que le moyen de preuve doit être admis ou accepté. En fait, à ce moment-là, à l'heure actuelle, on verra ce que l'employeur peut ou pas faire d'un enregistrement à son insu, mais vu les derniers arrêts de 2024, cet enregistrement obtenu à son insu, ils ne peuvent pas l'écarter d'un revers de la main. Ils sont obligés de l'utiliser avec proportion et raison gardée. À l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, hein, si j'étais à la place d'un employeur qui est un peu dans le doute, je prendrais la tâche de l'inspection du travail pour dire, voilà, nous, on a un moyen de preuve qui nous a été remis entre les mains, c'est un moyen qui est déloyal. La jurisprudence de l'année 2023 et 2024 apporte la preuve que les juridictions civiles de plus en plus autorisent l'utilisation des preuves déloyales quand il y a un bénéfice à rapporter une preuve d'un phénomène grave et qu'en plus de cela, euh, c'est proportionné au but poursuivi. Hein, quand il est question de harcèlement, je dirais que quasiment toutes les preuves sont admissibles. À voir si il n'y en a pas d'autres avant. Je vous dis, c'est un critère, on le verra. L'enregistrement qui complète d'autres moyens de preuve, ça n'ira pas. L'enregistrement qui est le seul moyen de preuve, là, c'est autre chose. Mais effectivement, à partir du moment où le moyen a été mis à disposition de l'employeur, il doit conserver, préparer la défense au regard de ces éléments. Mais par acquis de conscience, c'est ce que je vous dirais tout à l'heure, un CSE fera un peu comme il voudra, mais un employeur, par mesure de sécurité, c'est toujours intéressant qu'il passe par la décision d'un inspecteur du travail qui lui donnera raison, mais ça le stabilisera, si vous voulez. D'accord? Merci Aziz. Nickel. Donc, effectivement, ça a commencé en 2020, hein, ces moyens de preuve autorisés. Vous allez voir, je vais continuer un petit peu mon ébauche, puisque en mars 2023, de nouveaux arrêts, enfin, un nouvel arrêt va arriver, et petit à petit, on va façonner un style et une façon de faire un peu particulière. Donc là, vous voyez, en mars 2023, on a une contentieux sur la discrimination salariale, qui est un phénomène pénal déjà, hein, qui aurait pu effectivement être déféré devant la justice pénale, mais bon, on ne va pas aller en justice pénale pour ça coûte de l'argent, hein, une production d'instance au niveau pénal. Donc, la Cour de cassation dans le domaine civil a été saisie. Et là, dans le coup, on a une Cour de cassation qui a admis la production par une salariée de bulletins de paie d'autres salariés. Alors, vous voyez, ça, c'est considéré comme déloyal, hein, c'est ce qu'on appelle aussi une preuve déloyale. L'utilisation de moyens de preuve qui consistent à récupérer des données personnelles des collègues, c'est considéré comme une preuve déloyale ou abusive. Alors là, la communication de ces éléments, bien que portant atteinte à la vie privée de ses salariés, était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l'intérêt légitime de la salariée à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. Le juge civil, le juge de la Cour de cassation, on est dans la troisième chambre civile de la Cour de cassation d'ailleurs pour le coup, elle nous dira qu'effectivement, au bénéfice-risque, compte tenu de la discrimination salariale d'une dame dans l'entreprise, il a été considéré que la production de fiches de paye de collègues masculins avec la même ancienneté, avec les mêmes compétences, avec la même orientation professionnelle et avec les mêmes impératifs techniques avait une rupture d'égalité de traitement marquée et marquante qui nécessitait d'être corrigée devant la justice. Donc, vous voyez, hein, on a quand même des choses très, très, très poussées. Alors, on a un autre arrêt là que je vous propose. Il est sympa celui-là. Il a été contesté au début en première instance et finalement il a été admissible. Alors, c'est une preuve recueillie en septembre 2023. C'est une affaire où vous avez une preuve recueillie au moyen d'un client mystère.
Donc, la Cour, elle considérera que le client mystère était considéré comme proportionné et mesuré. Alors, le sujet est intéressant, hein. Alors, regardez, je vous le propose en quelques mots. Donc, c'est un employé, pardonnez-moi, de restaurant libre-service, hein, qui a été licencié pour faute grave parce qu'on avait envoyé un client mystère pour tester sa méthode de travail, pour voir un petit peu sa méthodologie de travail, son fonctionnement de travail, pour voir comment il se débrouillait. Et effectivement, si vous voulez, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas. Ce n'était pas un vrai client, hein. Un client mystère, hein, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des clients test, hein, qui viennent généralement soit de sociétés d'analyse pour l'obtention, bon, par exemple, d'hôtels. Vous voyez, par exemple, quand on veut remettre des étoiles à un hôtel, on fait envoyer des clients mystères pour voir si effectivement l'obtention d'une quatrième étoile, c'est possible, hein. Donc évidemment, hein, c'est un peu comme un guide Michelin, hein. L'inspecteur du guide Michelin, il se présente pas comme inspecteur du guide Michelin, il vient comme n'importe quel amateur de bonne bouffe, et puis il vient manger, et puis ben, si vous tombez sur lui, tant mieux, si vous tombez pas sur lui, il fait son test, si vous lui parlez mal, vous êtes mort. Ben, c'est à peu près la même chose, hein. Là, on a un client mystère qui vient, qui visiblement avait vocation à vérifier un peu le travail d'un collaborateur dans un restaurant libre-service. Alors, il faut savoir que là, il y a une petite différence, quand même intéressant de le soulever, c'est que dans l'affaire en question, l'employeur avait quand même soulevé auprès des employés qu'il avait une méthode de travail un peu particulière qui consistait à vérifier la qualité des salariés et notamment qu'il était susceptible de pouvoir leur engager contre toute information préalable, hein. Ils le savent que de manière générale, mais à tout moment, il pourrait y avoir un client mystère qui viendrait superviser le travail effectué. C'est tout à fait possible, hein. Vous savez, c'est un peu comme dans le domaine de la formation, ce qu'on appelle le dispositif Calliope, le dispositif qualité du monde de la formation. Vous avez n'importe quelle formation qui peut être auditée par un certificateur Calliope, et donc à ce moment-là, a posteriori, on peut venir superviser le travail fait par un chargé de formation, et si le travail il est mal fait, c'est une faute à double détente, hein, parce qu'on ne l'aura pas forcément vu au moment d'exécution de son contrat, mais on le verra par l'intermédiaire d'un auditeur a posteriori. Sauf qu'il est informé de cela, tout comme là, le salarié était informé du fait qu'il avait possiblement le moyen d'être supervisé par un client mystère. Là, on a estimé que c'était tout à fait possible. Alors, on peut se poser la question de savoir si maintenant, le travail n'avait pas été bien fait, parce que là, finalement, hein, on a envoyé un client mystère, ça veut dire qu'on supervisait à peu près tous les salariés, hein. C'est-à-dire qu'on est tombé comme ça au compte-gouttes sur un salarié qui a été défaillant. Et c'est comme ça qu'on a rapporté la preuve. Alors, on ne connaît pas l'affaire en intégralité. Ce que je peux vous dire, c'est que le salarié avait déjà rencontré des difficultés au travail. C'est-à-dire qu'il y a déjà des salariés il y a déjà eu des clients qui s'étaient plaints de son attitude. Donc, il y avait un démarrage de preuves contre lui. Et là, ça a été en plus sanctionné, cette fois-ci par un client qui n'était pas n'importe lequel, c'est un client très technique, hein. Un client mystère, c'est quelqu'un qui a un savoir spécifique et qui attend un niveau spécifique. Et pour le coup, ça a été supervisé et la preuve a été considérée comme recevable. Là, on a aussi un autre élément, mais alors c'est pour vous contester la légitimité. Vous voyez, là, pour le coup, en décembre 2023, une autre affaire, c'est très récent. La Cour de cassation juge que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi. En fait, dans cette affaire, c'est un peu particulier, c'est que le secret médical peut être levé que si c'est le seul moyen de preuve. Et c'est comme ça d'ailleurs que la nouvelle opération de la Cour s'est faite. Aujourd'hui, un enregistrement à son insu, une preuve déloyale, il faut rapporter la preuve que c'était le seul moyen de preuve que nous avions. C'est-à-dire que non seulement il fallait que la preuve soit produite et que nous n'en avions qu'une, c'était celle-là, elle était déloyale peut-être, mais c'était la seule possible, et en plus, il faut qu'elle soit proportionnée au but poursuivi. Dans l'affaire en question, elle était proportionnée au but poursuivi. Mais il y avait d'autres moyens de preuve. Dans cette affaire-là, malheureusement, la Cour de cassation elle a considéré qu'il fallait que la preuve soit indispensable. Donc, il n'y en avait pas d'autre potentiel. Ici, voilà, je vous propose dire quelques éléments additionnels parce qu'il y avait d'autres moyens de rapporter la preuve, hein. Voilà. Ce n'était pas la seule preuve. Un arrêt du 22 décembre 2023 pour continuer un petit peu dans le façonnage, hein. Le 22 décembre 2023, l'Assemblée plénière, donc de nouveau cette grande juridiction technique, hein, qui est là pour donner des grands arrêts, elle va dire que, conformément au droit européen, la jurisprudence doit évoluer et que dans un litige civil, une partie, n'importe laquelle, employeur comme employé, peut utiliser une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits. Cette décision donc marque un tournant décisif et elle va façonner tout cela. Elle va préciser deux choses.
Donc, regardez les affaires, hein, je vais vous les passer en revue. On posera des questions après si vous voulez. Mais là, c'est les derniers arrêts qui sont très importants. Vous verrez, je vous en propose quelques-uns qui va façonner. Donc, on est au 22 décembre 2023. Donc, on va effectivement avoir des affaires. Donc, celle du 22 décembre est importante et on va avoir celle de 2024 qui vont compléter le sujet. Vous allez voir, maintenant, tout est clair. Je vais vous rappeler tous ces éléments qui pourront vous aider au sein du CSE. Alors, d'abord, le 22 décembre, donc l'affaire, hein, elle est très particulière, c'est une preuve apportée par un employeur dans le cadre d'une contestation d'un licenciement pour faute grave. D'accord? Donc, euh, dans cette affaire, hein, le principe, hein, c'est que le juge, alors ici, pardonnez-moi, vous avez une affaire où vous avez un employeur qui avait soumis au juge l'enregistrement sonore à l'insu du salarié et en totale méconnaissance qu'il pouvait le faire, d'un entretien au travers duquel il aurait tenu des propos. D'accord? Donc, il aurait tenu des propos qui étaient effectivement abusifs selon lui. Alors, la Cour pose le principe selon lequel le juge doit, lorsque celui-ci est demandé, apprécier si une preuve illicite ou déloyale porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, exactement comme la Cour européenne, c'est-à-dire déterminer si la production était indispensable parce que c'était la seule preuve et surtout s'il y a une proportion entre l'objectif de l'administration de la preuve et la sanction. Là, pour le coup, il était question quand même euh, d'une sanction grave, hein, puisqu'il y a une mise à pied. Et la mise à pied, c'est quand même pas rien. Et la mise à pied, c'était est-ce que oui ou non l'enregistrement pouvait être justifié parce qu'on voulait mettre en place une mise à pied. Et c'est ça, effectivement, que le juge va devoir faire à chaque fois. Et c'est sur ça où vous aurez toujours à vous positionner. C'est est-ce que la seule preuve de l'enregistrement était la seule existante? Et deuxièmement, est-ce que il y avait bien un bénéfice notoire? Alors, je vous dis, quand il est question d'un phénomène du style discrimination, harcèlement, rupture d'égalité de traitement, euh, alors, il y a ce qu'on appelle la discrimination à l'embauche. Vous avez aussi la rupture d'égalité de traitement qui est une forme de la discrimination, mais plus générale. Donc, dans tous ces cas de figure, honnêtement, tout ce qui est preuve déloyale est acceptable. Après, il y a preuve déloyale. On va regarder un peu ce qu'on appelle preuve déloyale. Il y a un petit peu de tout. Mais voilà, il y a en général, hein, ce qui ressort le plus, c'est l'enregistrement. En 2024, la Cour de cassation a eu plusieurs choses à statuer, à valider, et ça complète un petit peu ces idées. Alors, je vous donne les divers arrêts, comme ça vous pouvez vous matérialiser un petit peu les événements. Alors là, par exemple, on a un arrêt rendu le 17 janvier 2024 où là, on a considéré qu'un enregistrement clandestin d'un entretien avec des membres du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. L'affaire est statuée au 17 janvier 2024, mais l'affaire était antérieure à l'année du CSE. Vous savez qu'en cour de cassation, ça met un peu de temps. Pour remonter jusqu'à la cour de cassation, il faut parfois 4, 5, 6, 7, 8 ans. Donc là, c'était le temps que ça arrive jusqu'à la cassation. C'est pour ça qu'on parlait encore de CHSCT. Alors, on estime, hein, dans un cas comme celui-là, que l'entretien, pardonnez-moi, que l'enregistrement clandestin d'un entretien avec les membres du CHSCT produit par un salarié pour prouver un harcèlement moral constitue une preuve déloyale, irrecevable, car disproportionnée au but poursuivi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, c'est très particulier. Là, la preuve n'est en effet pas indispensable au soutien des demandes dans la mesure où d'autres éléments de preuve fournis par ce salarié laissaient supputer déjà de la nécessité du harcèlement moral. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, pour que l'administration d'une charge de preuve déloyale ou illégale soit faite, il faut que cette preuve soit la seule existante. La seule existante. C'est-à-dire que si vous avez une autre preuve qui rapporte un événement, la preuve déloyale n'est pas acceptable. On ne peut pas dire j'ai plusieurs preuves, dont une preuve déloyale. Ça, c'était à l'époque. À l'époque, en 2020, quand on a commencé à parler de preuves acceptables en dépit du fait qu'elles soient un peu déloyales, à ce moment-là, on avait dit qu'il fallait qu'il y ait un faisceau d'éléments qui supputent le caractère abusif d'une situation et qu'en plus de ça, nous ayons une preuve qui soit considérée comme déloyale ou illégale. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il faut que la seule preuve admissible soit une preuve qui serait malheureusement déloyale, il n'y en a pas d'autre, et qu'en plus, elle soit proportionnée au but poursuivi. Le but poursuivi, c'est quasiment à chaque fois acceptable. Quand il y a sanction, c'est quasiment certain que la proportion est au rendez-vous. Le problème, c'est est-ce que c'était le seul moyen de preuve? Et notamment, quand vous avez une personne qui est à vos côtés, quand vous avez trois, quatre personnes qui disent la même chose, l'effet de groupe va valoir, va valoir acceptabilité. Hein, si vous avez quatre personnes présentes au moment des faits et qu'en même temps vous filmez, là, ça sera considéré comme abusif. On continue, on a d'autres arrêts. Hein. Le 2 mai 2024, elle réaffirme sa position. Un salarié se prétendait victime d'un phénomène de harcèlement moral et entendait le prouver par l'enregistrement d'une conversation téléphonique avec son employeur, effectuée à l'insu. La Cour d'appel ayant écarté la preuve litigieuse compte tenu du caractère déloyal du procédé, la Cour d'appel n'a pas voulu se prononcer sur la nouvelle orientation de la Cour de cassation, son arrêt est censuré par la Cour de casse, c'est-à-dire que la Cour de casse n'est pas d'accord avec la Cour d'appel, donc elle dit, elle,
qu'il appartient au juge de vérifier si la preuve litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve du salarié et si l'atteinte au respect de la vie personnelle de l'employeur n'était pas strictement proportionnée au but poursuivi. Donc là, elle dit bien que si la seule preuve potentielle pour apporter la faute comportementale, c'est un moyen déloyal ou illégal, dans ce cas-là, le juge fait bien de l'accepter ou alors, si malheureusement il y avait d'autres moyens de preuve, cette preuve est irrecevable. Donc, est-ce qu'il y avait un autre moyen de rapporter la preuve? Oui ou non? Si c'est non, la preuve déloyale est acceptable. Quand c'est oui, la preuve déloyale n'est pas acceptable. Encore une fois, je vous répète, la deuxième partie, la respectabilité, la proportionnalité entre le but poursuivi et la sanction, je vous dis à chaque fois qu'il y a sanction, quasiment, c'est accepté. D'accord? Encore quelques petits arrêts, hein. Bon, là, je vous expose un petit peu les éléments, vous en faites guère, c'est du complément, si vous voulez. Euh, donc, on a encore un dernier arrêt, là, par exemple, hein, qui est assez sympathique. C'est la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, là, pour le coup. Alors, l'affaire, hein, vous la voyez, hein, donc c'est la recevabilité d'un enregistrement réalisé à l'insu de l'employeur dans le cadre d'une instance en reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail et de la faute inexcusable de l'employeur. Alors là, c'est un peu particulier, ça se passe au TAS, au Tribunal aux affaires de la sécurité sociale. Donc, on a, pour admettre le caractère abusif d'un comportement, une preuve d'un enregistrement réalisé à l'insu. Donc là, on a un salarié qui a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail de la part de son employeur. Agression prise en charge comme accident du travail, bien que l'employeur lui-même avait voulu faire exempter de sa responsabilité. Il a dit, enfin, lui s'était dit, il n'y a pas d'accident pro, c'est pas moi qui suis à la base de l'accident. Pourtant, c'était bien lui qui avait commis l'exaction fautive. Il avait lui-même fait preuve d'une violence inouïe à l'égard du salarié et le salarié l'avait filmé. Donc là, vous avez effectivement hein, le tribunal des affaires à la sécurité sociale qui constate que l'accident a été établi à la faute inexcusable de l'employeur parce que justement la preuve était considérée comme admissible. D'accord? C'est très important, vous voyez, un enregistrement effectué sur son téléphone portable lors des faits à l'insu de l'employeur, on a considéré effectivement que l'administration de la preuve était admissible. Alors, bon, c'est un peu technique, hein, mais je revais, bah, vous le relirez à tête reposée, mais l'arrêt est un peu technique parce que si vous voulez, là, on vous reprend le fait que pendant l'événement, en fait, si vous voulez, vous avez un salarié qui va être molesté par son employeur, il va être violenté par son employeur. Alors, je vous redonne l'affaire, elle est un peu technique. Il y a trois personnes qui sont présentes au moment des faits. Et donc, l'employeur, il filme avec son portable, le salarié, pardonnez-moi, filme avec son portable, je vous l'ai dit tout à l'heure. S'il y a des personnes qui sont présentes, bah, pourquoi filmer? Vous avez trois personnes qui sont là. Et lui, il va justifier le fait qu'il a filmé non pas parce il n'avait pas vu les personnes, mais parce qu'il pensait que les personnes qui étaient présentes étaient du côté employeur et qu'il n'allait pas forcément être en capacité de dire la vérité de ce qui s'était passé. Donc, par acquis de conscience, il a enregistré à son insu de l'employeur en disant, oui, j'avais des personnes qui étaient près de moi, oui, la mesure de l'enregistrement était peut-être abusive, mais en même temps, les personnes qui sont à côté de moi, c'est des personnes qui sont proches de l'employeur. Comment j'aurais pu être sûr qu'il n'allait pas faire quelque chose contre moi? Donc, la cour d'appel avait dit l'enregistrement était abusif parce qu'il y avait des personnes qui étaient présentes, mais la cour de casse va estimer que non, c'est tout à fait admissible dans la mesure où la preuve est rapportée que l'administration de la charge de la preuve était le seul enregistrement possible. Les personnes qui étaient présentes n'étaient pas forcément de bonne foi à ses yeux. Donc, vous voyez, ça va très loin. Alors, voilà, donc c'est toujours l'explication, le texte, enfin, l'affaire est un peu complexe. Et en fait, si vous voulez, pour faire simple, vous voyez, hein, vous avez plein d'affaires comme ça qui rapportent, en fait, c'est mis tout un déroulé de procédure. Hein, le but, c'est pas de faire une expertise de l'ensemble des arrêts. Mais disons que pour faire simple, aujourd'hui, il faut qu'il y ait deux preuves. Aujourd'hui, en décembre 2024, il faut deux preuves. Il faut premièrement que la preuve soit la seule admissible et la seule acceptable. Alors, ceci étant rappelé, l'affaire que je vous ai donnée, elle est un peu technique. Vous avez vu, des personnes étaient présentes, mais on sait que les personnes qui sont présentes sont de mauvaise foi, donc je préfère enregistrer par moi-même. On sait que c'est des menteurs, ils sont du côté directionnel, on sait que par le passé, ils nous ont causé du tort déjà, c'est un coup de bluff. Hein. Je vous dis là, pour le coup, il y avait quand même, il fallait rapporter la preuve. C'est très discutable parce que des personnes qui sont présentes, en principe, devant la justice, doivent dire la vérité. Donc l'idée, c'est que normalement, bon, voilà, je veux dire, à partir du moment où ce sont des salariés d'entreprise, certes, ils dépendent d'un employeur qui les paye, mais ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Je veux dire, ils sont obligés de raconter la vérité. Bon, il y a toujours un débat, vous savez comment c'est, on raconte ce qu'on peut dans la justice, hein, on n'est pas devant une juridiction américaine, hein, donc les salariés qui veulent mentir, il mentira. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'est pas condamné pour avoir menti, hein, mais, enfin, du moins pas devant le juge. Donc, toujours est-il que pour le coup, voilà, normalement, il faut partir de l'idée que le moyen de preuve doit être le seul admissible et recevable parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et le deuxième, c'est qu'il y ait une atteinte qui soit proportionnée. Hein. Il ne faut pas que l'intrusion dans la vie privée soit abusive ou que la mesure soit abusive en sens où elle serait trop déloyale ou trop illégale.
Je vous le dis, lorsqu'il y a une sanction en face, alors que ça soit une mise à pied minimalement et jusqu'au licenciement, évidemment. Voilà. Plus généralement, quand on suppute que quelqu'un nous fait du harcèlement moral, sexuel ou du sévice du type discrimination, dans ces trois figures-là, vous avez aussi le moyen de prendre toute preuve déloyale. Ça passe de manière assez subséquente. Alors, les retombées de ces évolutions pour le CSE, bah, c'est ça l'objectif, hein. Donc, je vous ai fait toute une expertise juridique, hein. Je suis désolé, il fallait que je sois un peu technique. Mais au final, hein, d'emblée, il faut se dire que l'affaire qui s'est déroulée là pendant, enfin, les affaires qui sont mises en place depuis 2020 avec une accélération en novembre 2023 et qui a perduré pendant toute l'année 2024, ça veut dire qu'aujourd'hui, le CSE peut utiliser aussi des moyens de preuve déloyaux vis-à-vis de leur employeur. C'est tout à fait possible, vu que il y a des situations où ça peut être compliqué de rapporter des preuves. On peut par exemple montrer la mauvaise foi d'un employeur en l'enregistrant à son insu. On pourrait aussi demander aux salariés d'enregistrer ce qui se passe au travail parce qu'on estime qu'il y a du sévice type harcèlement et qu'on n'a pas d'autre choix que de faire ainsi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le CSE que vous êtes, vous pouvez donner des conseils à vos collaborateurs orientés à la lumière de cette nouvelle arrêt. Donc je le répète, l'enregistrement à son insu n'est pas interdit maintenant. Moi, je vous donne un exemple, là, mais souvent, j'ai des CSE qui me disent, mais comment un salarié peut nous rapporter la preuve qu'il a harcelé au travail? Ben, quand il sait qu'il est harcelé tous les vendredis ou tous les jeudis ou à des moments précis, il peut enregistrer. Je dirais presque que le machiavélisme à l'état pur, si vous savez qu'une fois par semaine, vous allez vous prendre une gifle avec un propos abusif à votre égard, voire une violence verbale à votre égard, vous pouvez presque enregistrer de manière continuelle, prédécouper l'enregistrement qui fait état du malaise auquel vous avez été victime et le remonter comme preuve du côté du CSE, du côté de l'employeur. L'employeur ne pourra pas dire je ne l'écoute pas cette preuve, parce que si tant est soit peu que vous organisez une juridiction en parallèle, hein, imaginons que l'employeur dise mais moi je ne veux pas d'utiliser cette preuve, je ne le peux pas. Bien sûr que si, l'employeur peut l'utiliser, puisque si c'est pas lui, c'est le juge. À lui de voir, c'est quoi le mieux. Voilà. Alors, c'est maintenant que les questions devraient arriver. Merci Aziz Agathe, en tout cas pour ton intervention. avec plaisir. Je rappelle du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet discussion, comme ça on va pouvoir les traiter une par une. C'est ça. Nous avons une question alors, du coup, de Zerja. Alors, que faire si nous est imposé un PIP sur le comportement alors Ouais. qu'auparavant, nous avons fait des signalements? Alors, bah, le problème, c'est que les signalements, alors là, c'est un autre débat, c'est est-ce que les signalements avaient été faits en bonne et due forme par le passé? Ça, je ne peux pas vous dire, là, pour le coup, je ne peux pas expertiser ce que vous avez réalisé par le passé, c'est un petit peu en parallèle du moyen de preuve. Mais je veux dire, aujourd'hui, si tant est soit peu qu'on met en avant le fait que des signalements auraient dû être pris en compte et qui n'ont pas été pris en compte, la question, c'est qu'est-ce que vous avez fait comme type de signalement? Alors, je ne vous refais pas la formation santé-sécurité, hein, on n'en a pas l'occasion et ce n'est pas l'objet de notre webinaire, mais je rappelle que des signalements, pour qu'ils soient valables, je vous rappelle que vous avez des signalements qui doivent être faits unilatéralement par l'employé à destination de l'employeur ou du CSE à destination de l'employeur, des signalements organisés, proportionnés, documentés, avec un avis rendu par le CSE sur le caractère impérieux ou abusif du cas, et peut-être même, s'il y a des signalements qui ont été faits, d'organiser ce qu'on appelle une réunion santé-sécurité extraordinaire, eu égard à un sévice que connaîtrait un salarié particulier. Donc, personnellement, vu de ce que vous dites, hein, je ne conteste pas la légitimité de la question, mais je conteste peut-être le fait que vous ayez vraiment fait du signalement. Parce qu'un signalement, pour qu'on vous reproche votre inertie, euh, bah, c'est qu'à un moment donné, votre signalement n'a pas été suffisamment puissant. Ça, c'est ce que j'en pense. Après, je le dis quand même à toutes et à tous présents aujourd'hui, quand vous faites un signalement, gardez bien ça en tête. Aucun signalement à l'oral, tout est à l'écrit. Et à l'écrit, il faut signaler avec circonscription et avec proportionnalité tous les événements, les jours, les heures, tout, vraiment, tous les éléments, de manière à ce qu'il y ait quelque chose qui soit retracé et retraçable pour montrer que l'employeur était informé. Donc la faute inexcusable de l'employeur d'ailleurs et sera totalement engageable, mais en plus de ça que vous aviez fait la prévenance comme il se devait. Donc prévenance par courrier, par courriel, hein, aujourd'hui on n'est plus trop à l'ère du courrier, donc par courriel avec accusé de réception, voire dans certains cas de figure une saisie d'une réunion extraordinaire santé-sécurité parce que vous estimez qu'il y a un cas de figure très grave avec une salariée ou un salarié qui est régulièrement préjudicié. Et enfin, un dernier cas qui est à soulever, hein, que je vous demande de bien garder en tête aussi, c'est que malheureusement, il y a des signalements qui doivent passer par l'inspection du travail quand il y a une inertie fautive et que l'employeur ne bouge pas et que la situation est de pire en pire. Alors je sais que ça fait toujours un peu peur, mais l'inspecteur parfois doit être saisi, il n'y a pas le choix. Voilà. Merci pour ce rappel, Aziz. Nous avons une question de Romain. Pour quelqu'un qui ne connaît rien à son rôle de CSE, enfin d'élu de CSE, quel conseil pourrais-tu donner pour commencer? Alors, pour quelqu'un qui débute au CSE, quel est le meilleur conseil que je puisse... Bon, bah déjà, il y a une formation en santé-sécurité qui doit être faite. Ça, c'est
c'est une nécessité absolue, hein. Vous avez d'abord, effectivement, une formation santé-sécurité qui doit être faite, au travers de laquelle vous avez quelques heures qui sont dédiées aux attributions et fonctionnement général. En fonction de la taille de la structure et du nombre de CSE, enfin, du nombre de collaborateurs au CSE, votre formateur pourra plus ou moins vous donner des conseils avisés sur l'orientation du CSE et après partir sur la partie santé-sécurité. Alors, vous n'y connaissez rien au CSE, mais l'employeur a une obligation de vous former en santé-sécurité. Cette formation dure 5 jours si c'est votre premier mandat, 3 jours si vous êtes en renouvellement. Je vous le répète, sur les 5 jours, vous avez toujours deux jours dédiés aux attributions et fonctionnement pour bien comprendre. Donc, je rappelle que ADN CSE les propose et ce serait avec plaisir de pouvoir vous aiguiller là-dessus. Tout à fait, Aziz, merci. Avons-nous d'autres questions avant de clôturer ce webinaire? C'est le moment ou jamais pour poser vos questions à notre intervenant. Alors, pour l'instant, Aziz, je n'ai pas d'autres questions supplémentaires. Alors, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de questions, je vais me permettre juste de vous rapporter d'autres éléments additionnels qui me semblent opportuns de vous signaler. Alors déjà, en premier lieu, voilà, il faut bien comprendre, hein, avec ce que je viens de vous dire, qu'il n'y a pas un caractère systémique à la preuve déloyale. Je ne veux pas que vous sortiez de là en vous disant il y a une preuve systémique déloyale ou illégale qui peut être acceptée. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. En fait, dans les faits, je vous l'ai dit, hein, il faut rapporter la preuve que cette preuve était la seule existante ou admissible parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de rapporter la preuve. Et deuxièmement, il faut que l'enregistrement ait une vertu concernant une faute comportementale grave. Alors, vous êtes CSE, donc dans ce cas-là, c'est soit la faute d'un salarié qu'on cherchera, soit la faute d'un employeur qu'on cherchera. Mais dans ce cas-là, il faut des fautes sérieuses. Faute qui empêcherait justement le maintien d'un travail honorable ou alors la mauvaise foi d'un employeur. Il faut quand même prendre de la hauteur, là. Vous ne pouvez pas faire un enregistrement pour tout et n'importe quoi. Si vous commencez par exemple à me dire, je vais enregistrer l'employeur pour apporter la preuve que il n'est pas souvent dans son bureau et qu'au moins, quand il nous demande d'être engagé au travail lui-même, il ne l'est pas, je vais vous dire, mais là, c'est complètement démesuré. Vous cherchez quoi? Je veux dire, il y a pas de faute. Vous voyez, il ne faut pas non plus faire des enregistrements pour tout et n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une proportionnalité et une mesure existante. Aziz était disponible hors webinaire. Je suis en train de regarder en même temps. Oui, oui, il Oui, est les disponible. questions. Oui, oui, après, du coup, j'allais justement répondre que pour des informations complémentaires, vous pouvez bien Sûr. évidemment nous contacter sur l'adresse mail d'info d'ADN CSE. Je vais vous envoyer du coup l'adresse mail en réponse, donc ne vous inquiétez pas. Et en Ouais. attendant, Aziz, nous avons une question qui vient d'apparaître lorsqu'on a une salariée qui nous fait part de mal-être au travail en lien avec un supérieur. Comment Oui. procédons-nous pour faire une réunion extraordinaire? Nous devons la proposer à la salariée. Est-ce que nous convoquons directement l'employeur? Alors, en fait, je vous fais une petite parenthèse sur la santé-sécurité. Quand vous avez un salarié qui vient vous voir pour vous dire que ça ne va pas, on appelle ça une interpellation indirecte. C'est-à-dire qu'un salarié est dans la souffrance au travail, il demande assistance, il vient se tourner vers le CSE. C'est ce qu'on appelle le protocole d'alerte RPS. Dans ce cas-là, d'abord, le CSE se retrouve entre eux pour déterminer s'il y a véracité et tangibilité, c'est-à-dire est-ce qu'on croit ou pas aux remarques soulevées par le ou la salariée et est-ce qu'on estime que c'est suffisamment grave pour enclencher quelque chose. Imaginons que ce soit le cas. La première étape à ce moment-là, c'est d'aller saisir votre employeur, votre RH, pour expliquer la situation anormale que vit le ou la collaboratrice. C'est à ce moment-là qu'on va orchestrer une demande d'intervention directe pour faire cesser le trouble occasionné. Si malheureusement le RH ou la RH ne porte pas suite favorable à votre demande, vous organisez une réunion extraordinaire santé-sécurité pour un phénomène de sévice psychologique qui n'est pas résolu. Il faut, dans une réunion extraordinaire, que deux membres du CSE minimalement la demandent, l'employeur est obligé d'y donner une suite favorable. Au moment où la réunion extraordinaire a lieu, vous revenez avec le sujet qui avait été dévolu ou dégagé par votre service RH en son temps. Vous êtes en récidive, si vous voulez. Dans ce cas-là, l'employeur est obligé de vous apporter une réponse. Si tant est soit peu que la réponse ne soit pas suffisante, on a une réunion santé-sécurité extraordinaire. L'inspection du travail peut être saisie de manière automatique et complémentaire. Merci Aziz, en tout cas, pour ces Avec plaisir. précisions. On va pouvoir clôturer le webinaire. Je tenais à vous remercier, ben, vous les participants, pour ben, vos questions. Ça a permis de rendre vraiment l'intervention très enrichissante et dynamique. Donc, merci beaucoup à vous. Et puis également, merci à Aziz. C'est toujours un Merci. plaisir d'animer des webinaires avec toi. Et je profite également pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année.